Il ne le saura jamais. J'ai entendu chaque mot. Félicitations. Vous irez tous les deux en prison. Les mains de Léon tremblaient tandis qu'il positionnait la minuscule caméra GoPro dans le vide sanitaire sous le plancher de son salon. L'horloge numérique de l'appareil indiquait 4h17 du matin. Au-dessus de lui, les lattes du plancher craquaient sous le sommeil agité d'Aubrey. Il était éveillé depuis 3 heures, attendant ce moment. L'objectif de la caméra se focalisait parfaitement sur le canapé où il avait passé d'innombrables soirées avec sa femme depuis 8 ans, où ils avaient planifié leur avenir, où elle lui avait dit qu'elle l'aimait pas plus tard que mardi dernier, où hier, à travers la fenêtre, il l'avait vu embrasser son meilleur ami. Léon a scellé le panneau d'accès au vide sanitaire et est remonté furtivement à l'étage. Aubrey s'est agité quand il s'est glissé dans le lit, ses cheveux auburn captant le clair de lune. « Où étais-tu » a-t-elle murmuré. « Aux toilettes » a-t-il chuchoté. Elle s'est retournée, en quelques minutes, sa respiration a retrouvé son rythme familier. Léon a regardé le plafond, son esprit parcourant des calculs, débit, différentiel de pression, l'intégrité structurelle des mensonges. Il était technicien des systèmes d'eau pour la ville de Millbrook, un travail que la plupart des gens considéraient comme ennuyeux. Il n'avait aucune idée que Léon comprenait chaque tuyau, chaque vanne, chaque passage caché sous leurs pieds. Le sous-sol était son domaine, et maintenant il deviendrait son outil. 3 semaines plus tôt, Léon était en train de déboguer un système de surveillance de la pression lorsque Grady Sullivan est entré dans la salle de contrôle. Grady travaillait à la planification municipale, supposément en coordination de projets d'infrastructure. En réalité, il passait la plupart de ses journées à jouer au solitaire et à se sortir par le charme des vraies tâches. « Léo, mon pote !» La voix de Grady a résonné sur les murs de béton. « Toujours en train de jouer avec tes jouets ici en bas ?» Léon n'a pas levé les yeux de l'écran de son ordinateur. « J'empêche la contamination de l'eau pour 60 000 habitants. » Mais bien sûr, appelle ça jouet. « Allez, ne sois pas si sérieux. Aubrey dit que tu as trop travaillé ces derniers temps. Elle s'inquiète pour toi. » Quelque chose dans le ton de Grady a fait faire une pause à Léon. Trop familier. Trop préoccupé par les sentiments de sa femme. « Quand as-tu parlé à Aubrey ? » Oh, tu sais, je passe à la maison parfois quand tu fais ces quarts de nuit. Juste pour être un bon ami. Les doigts de Léon ont cessé de bouger sur le clavier. Tu passes chez moi ? Détends-toi, mec. Elle se sent seule. Je lui tiens compagnie. Peut-être que j'apporte quelque chose à manger. Il n'y a rien de bizarre à ça. Tout était bizarre. Léon et Grady étaient amis depuis l'université, mais Grady n'avait jamais été du genre à faire des visites sociales, surtout pas aux épouses d'amis mariés. D'accord, a dit Léon lentement. Merci de lui tenir compagnie. Pas de problème. C'est à ça que servent les amis. Après le départ de Grady, Léon est resté assis dans le silence bourdonnant de la salle de contrôle. Les énormes pompes effectuaient leur cycle de routine, poussant des millions de gallons à travers les veines de la ville. Il a consulté les journaux de sécurité du mois dernier, les croisant avec son horaire de travail. La carte d'accès de Grady avait été utilisée pour accéder au bâtiment cette fois au cours des 3 dernières semaines, toujours les nuits où Léon travaillait tard. Toujours pour moins d'1 heure, toujours avec des heures de sortie qui ne correspondaient à aucune affaire officielle. Léon a ouvert une nouvelle feuille de calcul et a commencé à tout documenter. Le lendemain matin, Léon a conduit jusqu'à chez lui à travers les rues suburbaines déclinantes de Millbrook. Son quartier avait été huppé autrefois, lorsque l'usine de meubles était encore en activité. Maintenant, c'était une collection de maisons surdimensionnées que les gens ne pouvaient pas tout à fait se permettre d'entretenir. Il s'est garé dans son allée et s'est assis un moment, étudiant sa maison. La peinture s'écaillait autour des fenêtres. La pelouse avait besoin d'être tondue. Les gouttières s'affaissaient sous les feuilles d'automne. La voiture d'Aubrey n'était pas dans le garage. Léon est entré par la porte d'entrée et a immédiatement remarqué les tasses de café sur le comptoir de la cuisine. 2 tasses. Toutes 2 encore chaudes. Il a regardé l'heure. 9h23. Aubrey ne buvait pas de café après 8h car cela la rendait nerveuse. Elle le lui avait dit 1000 fois. Léon a ouvert le lave-vaisselle. Il était plein de vaisselle propre, mais les tasses de café n'y étaient pas. Quelqu'un les avait lavées à la main et les avait laissées sécher. Il est entré dans le salon et s'est agenouillé à côté du canapé.
Les coussins étaient légèrement déplacés, comme si quelqu'un s'y était assis récemment. Il a approché son visage du tissu et a inhalé. L'eau de Cologne de Grady, reconnaissable entre toutes. Léon s'est levé et s'est dirigé vers son bureau à domicile. Son ordinateur était toujours protégé par un mot de passe, mais la chaise avait été déplacée. Le classeur était fermé, mais la serrure était tournée dans la mauvaise position. Quelqu'un avait fouillé dans ses affaires. Léon s'est assis à son bureau et a ouvert son ordinateur portable. Il a navigué jusqu'à son courrier électronique personnel et a commencé à taper. Objet, consultation en sécurité résidentielle. Je dois discuter des options pour un équipement de surveillance résidentielle. Installation discrète préférée. Disponible pour une consultation immédiate. Cordialement, L. Rice. Il a appuyé sur envoyer et s'est adossé à sa chaise. La maison semblait différente maintenant. Contaminée. Son téléphone a vibré avec un message d'Aubrey. Je travaille tard aujourd'hui. Ne m'attends pas. Je t'aime. Léon a regardé le message. Elle était censée être au salon. Son salon fermait à 18h le mardi. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. Léon a passé la semaine suivante en mode d'observation attentive. Il a installé lui-même le système de sécurité, cachant des caméras à 3 endroits, le salon, la cuisine et la chambre. Il a également placé des enregistreurs audio au sous-sol et dans le garage. Il a modifié son horaire de travail, disant à son superviseur qu'il devait faire de la maintenance nocturne sur les systèmes de filtration. Cela lui donnait des raisons légitimes d'être absent de la maison à des heures irrégulières. Le jeudi soir, Léon a garé sa camionnette à l'usine de traitement de l'eau et a marché le demi-mile à travers les vieux tunnels d'évacuation des eaux pluviales jusqu'à son quartier. Les tunnels faisaient partie d'un projet d'expansion raté des années 1980, jamais achevé, mais jamais comblé. Léon en avait cartographié chaque centimètre carré au cours de sa première année de travail. Il est sorti par une bouche d'évacuation à 3 pâtés de maison de chez lui et s'est frayé un chemin dans l'ombre jusqu'à son jardin. Les détecteurs de mouvement de son système de sécurité étaient désactivés à distance. Il s'est glissé à l'intérieur par la porte du sous-sol. La maison était silencieuse. Léon est monté à l'étage en cachette et a vérifié la chambre, vide. La voiture d'Aubrey n'était pas là. Il est allé à son bureau et a ouvert l'ordinateur portable. Le système de surveillance enregistrait depuis 6 heures. Léon a avancé rapidement dans la vidéo. À 19h43, la voiture d'Aubrey est entrée dans l'allée. Elle n'était pas seule. Grady est sorti du siège passager, riant de quelque chose qu'elle avait dit. Ils ont marché ensemble jusqu'à la porte d'entrée, la main d'Aubrey sur le bas de son dos. La mâchoire de Léon s'est crispée alors qu'il les voyait entrer dans sa maison. Sur la caméra du salon, il a vu Aubrey servir 2 verres de vin, son vin, la bouteille qu'il gardait pour leur anniversaire. Ils se sont assis sur le canapé, plus près que des amis ne devraient s'asseoir. Aubrey a replié ses jambes sous elle et s'est appuyé sur l'épaule de Grady. Léon a été si distant ces derniers temps, a-t-elle dit. Je ne pense même pas qu'il me remarque. C'est sa perte, a répondu Grady en lui caressant les cheveux. Tu mérites mieux qu'un technicien des eaux qui vit dans une cave. Il n'est pas si mal. Il est juste prévisible, ennuyeux. Quand est-ce qu'il m'a surprise avec quelque chose pour la dernière fois? Eh bien, j'ai une surprise pour toi. Grady a mis la main dans sa veste et a sorti une petite boîte en velours. Le sang de Léon s'est glacé. Grady, on ne peut pas. Regarde-la simplement. Tu n'as rien à décider ce soir. Aubrey a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or avec un petit diamant. Pas cher, mais délibéré. Elle est magnifique, a-t-elle murmuré. Je sais que c'est compliqué, mais je t'aime, Aubrey. Je t'aime depuis l'université. Avant même que tu ne rencontres Léon. Elle l'a embrassé longuement et profondément, avec une passion que Léon n'avait pas vue chez elle depuis des années. Léon a fermé l'ordinateur portable et s'est assis dans l'obscurité de son bureau. La maison autour de lui ressemblait à une scène de crime, chaque surface, chaque souvenir, contaminé par la trahison. Il a ouvert son téléphone et a parcouru ses contacts jusqu'à trouver le numéro de Lola Brennan. Elle travaillait aux ressources humaines de la ville, une femme discrète aux yeux vifs qui avait toujours été amicale avec Léon.
Plus important encore, elle avait accès au dossier du personnel et aux informations de paie. Lola, c'est Léon Rice. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Peux-tu me voir demain? Lola a accepté de rencontrer Léon dans un café du centre-ville. Elle est arrivée en avance, a commandé un café noir et s'est assise dans une banquette d'angle où il pourrait parler en privé. Léon s'est glissé sur le siège en face d'elle. Merci d'être venu. Je sais que c'est inhabituel. Tu avais l'air contrarié au téléphone. Que se passe-t-il? Léon a sorti un dossier en manille et l'a posé sur la table. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Les fiches de présence de Grady Sullivan des 6 derniers mois. Lola a froncé les sourcils. Léon, je ne peux pas simplement. S'il te plaît, regarde. Elle a ouvert le dossier et a étudié les documents. Léon avait compilé chaque instance d'accès de Grady au bâtiment, en les croisant avec son horaire de travail officiel et ses affectations de projet. Ça ne correspond pas, a dit Lola lentement. Il a enregistré des heures pour des projets qui n'existent pas. Et ses heures d'accès, il était dans le bâtiment alors qu'il était censé être sur des chantiers. Continue de lire. Lola a tourné d'autres pages. Il a utilisé tes codes de sécurité pour accéder aux archives. Pourquoi aurait-il besoin de données historiques sur le système d'eau? Il n'en a pas besoin. Il a utilisé mon accès pour couvrir ses traces, faisant croire que j'avais autorisé ces heures supplémentaires. Léon, c'est de la fraude. De la fraude grave. Pourquoi m'apportes-tu ça au lieu de porter plainte? Léon l'a regardé dans les yeux. Parce que j'ai besoin de savoir jusqu'où ça va avant de passer à l'action. Et parce que je pense que tu pourrais avoir tes propres raisons de vouloir que Grady rende des comptes. L'expression de Lola s'est assombrie. Que veux-tu dire? Ton frère Danny, le problème d'héritage avec la maison de votre grand-mère. Grady sortait avec ta belle-sœur quand tout ça s'est passé, n'est-ce pas? La mâchoire de Lola s'est crispée. Comment sais-tu ça? Je connais Grady. Je sais comment il fonctionne. Il a convaincu ta belle-sœur de contester le testament, n'est-ce pas? Lui a promis un plus gros gain si elle se battait contre ta famille au tribunal. Elle a tout dépensé en frais de justice. Grady a disparu dès que l'argent s'est épuisé. C'est son modus operandi. Il trouve des gens qui lui font confiance. Puis il utilise cette confiance pour prendre ce qu'il veut. Lola a fermé le dossier. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu m'aides à tout documenter. À monter un dossier en béton. Quand je serai prêt à agir, je veux l'enterrer si profond qu'il ne revoit plus jamais la lumière du jour. Et Aubrey? L'expression de Léon est devenue glaciale. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Au cours des 2 semaines suivantes, Léon et Lola ont travaillé ensemble pour monter leur dossier contre Grady. Ils ont documenté chaque fiche de présence frauduleuse, chaque accès non autorisé, chaque signature falsifiée. Les preuves étaient accablantes. Pendant ce temps, Léon a poursuivi sa surveillance. Il a observé Aubrey et Grady se rencontrer dans des restaurants, des hôtels et dans sa propre maison. Il a enregistré leurs conversations, leurs projets, leurs discussions désinvoltes sur ses manquements en tant que mari. Un mardi soir, Léon a décidé qu'il était temps de passer à la phase suivante. Il est rentré du travail à son heure habituelle, mais au lieu d'entrer par la porte d'entrée, il est passé par le sous-sol. Le système de surveillance montrait Aubrey et Grady dans le salon, partageant une bouteille de vin et discutant de leurs projets pour le week-end. Léon est monté à l'étage en cachette et s'est caché dans le placard du couloir. Il pouvait entendre leur voix clairement. Je pensais à la maison du lac, disait Grady. Celle de mon cousin est vide ce week-end. On pourrait y aller vendredi soir. Et si Léon se méfie? Dis-lui que tu vas voir ta sœur à Hartford. Tu as déjà utilisé cette excuse. Je déteste lui mentir. Il ne mérite pas ça. Alors quitte-le. Tu sais que tu en as envie. Ce n'est pas si simple. La maison, les finances, tout est lié. Je ne peux pas simplement partir. Tu pourrais, si tu avais de l'aide. J'y ai réfléchi. Il pourrait y avoir un moyen de s'en sortir. Le pouls de Léon s'est accéléré. C'était le moment. Le moment où il passait de la liaison à la conspiration. Quel genre de moyen?
Léon a une assurance vie par le biais de la ville, 500 000 $, et il a ce travail dangereux. Des accidents arrivent dans les usines de traitement de l'eau. La voix d'Aubrey est devenue un murmure. Grady, tu ne peux pas être sérieux. Je dis juste que s'il lui arrivait quelque chose, nous serions libres et financièrement en sécurité. C'est horrible. Je ne peux pas croire que tu penses même à ça. Tu as raison. Je suis désolé. C'est juste que... Je t'aime tellement, Aubrey. Je ne supporte pas l'idée que tu restes coincé dans ce mariage. Je t'aime aussi, mais nous devons être intelligents, patients. Léon a fermé les yeux et a compté jusqu'à 10. Puis il a ouvert la porte du placard et est entré dans le salon. Aubrey et Grady se sont séparés d'un bond sur le canapé, les verres de vin se renversant. Léon ? A halté Aubrey. Tu es rentré tôt. J'interromps quelque chose ? Non, bien sûr que non. Grady est juste passé pour. Pourquoi ? La voix de Léon était calme, presque conversationnelle. Pour discuter de ma police d'assurance vie ? La couleur a quitté le visage de Grady. Léon, mec, on était juste en train de... En train de quoi ? De planifier mes funérailles ? Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Léon s'est dirigé vers le meuble télé et a sorti un petit appareil. Je comprends que tu couches avec ma femme depuis des mois. Je comprends que tu voles la ville et que tu utilises mes codes d'accès pour le couvrir. Et je comprends que tu viens de suggérer de me tuer pour l'argent de l'assurance. Il a brandi l'enregistreur. Je comprends aussi que tout ce que vous avez dit dans cette pièce depuis un mois est recevable devant un tribunal. Aubrey a commencé à pleurer. Léon, s'il te plaît. Garde tes larmes. Léon a empoché l'enregistreur. Je demande le divorce demain. Je dépose aussi une plainte pénale contre Grady pour fraude et conspiration. Vous avez tous les deux 24 heures pour trouver un autre endroit où vivre. Tu ne peux pas faire ça, a grogné Grady en se levant. C'est un piège, de la surveillance illégale. Vraiment ? Dans ma propre maison ? Vérifie la loi, Grady. L'Ohio est un État à consentement unilatéral. Je peux enregistrer toute conversation que j'ai légalement le droit d'entendre. Tu n'étais pas dans la pièce. Ah non ? Vérifie les horodatages. J'étais dans la maison tout le temps. Ce qui fait de moi une partie à la conversation. Grady s'est jeté en avant, mais Léon était prêt. Il a fait un pas de côté et a attrapé Grady par la chemise, utilisant son élan pour le plaquer contre le mur. Touche-moi encore, a dit Léon doucement, et j'ajouterai l'agression aux accusations. Grady l'a repoussé. Tu te crois si malin, n'est-ce pas ? Tu crois que tu as tout compris ? Je sais que oui. Tu ne sais rien. Tu n'es personne. Un gratte-papier qui se croit important parce qu'il sait lire la pression de l'eau. Aubrey se moque de toi dans ton dos depuis des années. J'en suis sûr, mais ce n'est pas moi qui suis sur le point de tout perdre. Léon s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte. Sortez, tous les deux, maintenant. Aubrey s'est levé en s'essuyant les yeux. Léon, pouvons-nous s'il te plaît en parler rationnellement ? Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Les erreurs sont des accidents. Ceci était délibéré, calculé. Tu as choisi de me trahir, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Et le pardon ? Et nos vœux de mariage ? Le rire de Léon était amer. Tu veux parler de vœux ? Laisse-moi te les rappeler. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as décidé de sauter directement à la partie mort. Grady a attrapé sa veste. Ce n'est pas fini, Léon. Tu ne peux pas détruire la vie des gens juste parce que tu es en colère. Regarde-moi faire. Le lendemain matin, Léon est arrivé au palais de justice à l'ouverture. Il a demandé le divorce, invoquant l'adultère et des différends irréconciliables. Il a également déposé une ordonnance restrictive contre Aubrey et Grady, leur interdisant d'accéder à son domicile ou à son lieu de travail. Au même moment, Lola a soumis leur dossier de preuve au service des ressources humaines et au bureau du procureur de la ville. À midi,
Grady avait été escorté hors du bâtiment et mis en congé administratif en attendant l'enquête. Léon a passé l'après-midi à déplacer ses biens les plus importants dans un garde-meuble. Il a également changé les serrures de la maison et annulé l'accès d'Aubrey à leur compte joint. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Aubrey, puis Grady, puis Aubrey à nouveau. Il les a tous ignorés. À 18 h, Léon s'est rendu à l'usine de traitement de l'eau. Il avait un travail légitime à faire, mais plus important encore, il devait se préparer pour la phase suivante de son plan. Les anciens tunnels d'évacuation des eaux pluviales donnaient accès à la plupart des infrastructures souterraines de la ville. Léon les avait cartographiés pendant des années, documentant chaque connexion, chaque section abandonnée, chaque local de maintenance oublié. À 3 pâtés de maison de chez lui, il y avait un local qui avait été scellé dans les années 1990 lorsque le projet de tunnel avait été annulé. Léon l'avait découvert lors d'une inspection de routine, mais ne l'avait jamais signalé. L'espace était parfait pour ses besoins, sec, sécurisé et complètement hors réseau. Au cours de la semaine suivante, Léon a discrètement déplacé du matériel dans le local, un bureau, une chaise, un classeur. Il a tiré un câble Ethernet à travers le système de tunnel et a mis en place une connexion Internet sécurisée. Il a installé des lumières LED alimentées par batterie et un petit ventilateur. C'est devenu son centre de commandement. De là, Léon a coordonné sa campagne de destruction. Il a travaillé avec Lola pour exposer tous les aspects de la fraude de Grady. Ils ont trouvé des preuves de pots de vin, d'inspections falsifiées et d'achat de matériel non autorisé. L'affaire prenait de l'ampleur chaque jour. Léon a également engagé un détective privé pour documenter les activités financières d'Aubrey. Ils ont découvert qu'elle détournait de l'argent des comptes de son salon, utilisant les liquidités pour payer des hôtels et des cadeaux pour Grady. Un jeudi soir, Léon a reçu un appel de son avocat. « Nous avons un problème », a dit l'avocat. Aubrey prétend qu'elle est enceinte. Léon s'est assis lourdement sur la chaise de son bureau souterrain. Quoi ? Elle a déposé une motion pour retarder la procédure de divorce. Elle prétend qu'elle attend ton enfant et qu'elle a besoin de temps pour réfléchir à ses options. C'est impossible. Nous n'avons pas eu de relations intimes depuis des mois. Peux-tu le prouver ? Léon a pensé à la vidéo de surveillance. Oui, je peux le prouver. Bien, car si elle est enceinte et que ce n'est pas de toi, c'est une autre preuve pour le cas d'adultère. Mais si c'est de toi. Ce n'est pas le cas. Fais-moi confiance. Léon a raccroché et a regardé le mur de béton. Aubrey passait à la vitesse supérieure, devenait désespérée. Cela la rendait dangereuse. Il devait en finir rapidement. L'audience de divorce était prévue pour le lundi suivant. Léon a passé le week-end dans son bureau souterrain à préparer sa présentation. Il avait tout compilé, dossiers financiers, vidéos de surveillance, enregistrements audio et témoignages. Lundi matin, Léon est arrivé tôt au palais de justice. Il portait son meilleur costume et transportait une mallette pleine de preuves. Aubrey était déjà là avec son avocate, une femme à l'allure vive dans une robe chère. Grady était là aussi, assis au dernier rang. Il avait été licencié de son poste à la ville, mais les accusations criminelles étaient toujours en suspens. Il avait l'air hagard, vaincu. La juge Matt a appelé l'audience à l'ordre. C'était une femme sans chichi d'une 60aine d'années, connue pour son esprit juridique aiguisé et son intolérance au jeu. Ceci est une procédure de divorce pour Léon et Aubrey Rice, a annoncé la juge. Monsieur Rice, vous avez demandé le divorce pour adultère. Présentez vos preuves. Léon s'est levé et s'est dirigé vers le podium. Votre honneur, j'ai une documentation complète de la liaison de ma femme avec M. Grady Sullivan, ainsi que des preuves de mauvaise conduite financière des deux parties. Il a commencé par la vidéo de surveillance. La salle d'audience a regardé en silence Aubrey et Grady s'embrasser sur le canapé, planifier leur week-end et discuter de la police d'assurance vie de Léon. L'avocate d'Aubrey a objecté à plusieurs reprises, mais la juge Matt l'a débouté à chaque fois. Les preuves avaient été obtenues légalement et étaient directement pertinentes pour l'affaire. Ensuite, Léon a présenté les dossiers financiers. Il a montré comment Aubrey avait volé de son salon pour financer la liaison et comment Grady avait fraudé la ville pour compléter ses revenus. Votre honneur, a dit Léon, la défendresse a systématiquement trahi la confiance de notre mariage,
violer ses devoirs fiduciaires en tant que propriétaire d'entreprise et conspirer avec son amant pour commettre une fraude contre le gouvernement de la ville. Elle a également proféré des menaces contre ma vie, comme le documentent les enregistrements audio. La juge Matt a examiné les preuves. Madame Rice, comment répondez-vous à ces allégations? L'avocate d'Aubrey s'est levée. Votre honneur, ma cliente reconnaît qu'elle a commis des erreurs dans son mariage. Cependant, elle est actuellement enceinte de l'enfant de M. Rice, et nous pensons que la réconciliation est possible si. Objection. A interrompu Léon. La défenderesse n'est pas enceinte de mon enfant. J'ai des preuves médicales pour le prouver. Léon a remis un document à l'huissier. C'est le résultat d'un test de paternité obtenu par ordonnance du tribunal. L'enfant n'est pas le mien. La juge a examiné le document. Madame Rice, est-ce exact? Aubrey s'est effondré en larmes. Oui, votre honneur. Le bébé est de Grady. Un murmure a parcouru la salle d'audience. La juge Matt a frappé son marteau. Sur la base des preuves présentées, je conclus que la défenderesse a commis un adultère et s'est livrée à une conduite financière frauduleuse. Le divorce est prononcé. M. Rice conservera la propriété du domicile conjugal et de tous les biens associés. Madame Rice ne recevra aucune pension alimentaire. La garde de l'enfant à naître n'est pas applicable car M. Rice n'est pas le père biologique. Le marteau est tombé avec finalité. Léon a rassemblé ses papiers et s'est dirigé vers la sortie. Aubrey sanglotait à la table des défendeurs. Grady était introuvable. Alors que Léon atteignait la porte de la salle d'audience, Aubrey a appelé. Léon, attends. S'il te plaît. Il s'est retourné. Son mascara coulait, ses cheveux étaient en désordre. Elle avait l'air brisée. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais... Tu as raison, a dit Léon calmement. Tu ne le mérites pas. Il est sorti du palais de justice et s'est retrouvé sous le soleil éclatant de l'après-midi. C'était fini. 2 semaines plus tard, Léon travaillait tard à l'usine de traitement de l'eau quand il a entendu des bruits de pas dans le tunnel. Il a levé les yeux de son ordinateur pour voir Grady sortir de l'ombre. Bonjour, Léon. Grady avait l'air terrible. Ses vêtements étaient froissés, son visage mal rasé. Il avait perdu du poids et ses yeux étaient injectés de sang. Que veux-tu, Grady? Je veux parler d'homme à homme. Nous n'avons rien à nous dire. Je crois que si. Grady s'est approché. Tu as détruit ma vie. Ma carrière, ma réputation, mon avenir. Tout ça parce que tu n'as pas supporté que ta femme ne t'aime pas. J'ai détruit ta vie? C'est toi qui l'as fait quand tu as décidé de voler la ville et de coucher avec ma femme. C'est elle qui est venue à moi, Léon. Elle était seule, négligée. Tu étais si occupé avec tes précieux systèmes d'eau que tu n'as pas vu ce qui se passait dans ta propre maison. Alors tu as décidé de te servir de ce qui n'était pas à toi. Je l'aimais. Je l'aime toujours. Alors pourquoi n'es-tu pas avec elle maintenant? Le visage de Grady s'est crispé. Elle ne me parle pas. Elle dit que j'ai tout gâché. Elle dit que c'est de ma faute si elle a perdu la maison, l'entreprise, tout. C'est de ta faute. Non, c'est de la tienne. Tu aurais pu simplement divorcer d'elle discrètement, prendre ta part et partir. Mais tu devais nous détruire tous les deux. Léon s'est levé de son bureau. Tu as essayé de me faire tuer. C'était juste des paroles. Des paroles de frustration. Je n'aurais jamais vraiment. Foutaise. Tu lui as mis l'idée dans la tête. Tu l'as fait y penser. Tu as de la chance que je n'ai pas porté plainte pour complot en vue de commettre un meurtre. De la chance? Harry amèrement Grady. Tu appelles ça de la chance? J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, mon avenir. Je ne peux même plus me faire embaucher chez McDonald's maintenant. Tu aurais dû y penser avant de me trahir. J'étais ton ami. Les amis ne volent pas. Les amis ne mentent pas. Les amis ne couchent pas avec ta femme pour ensuite planifier ton meurtre. Le visage de Grady s'est tordu de rage. Espèce de salaud bien pensant. Tu te crois si parfait,
n'est-ce pas? Tu te crois la victime ici? Je suis la victime. Tu es une machine froide, calculatrice et sans émotion. Pas étonnant qu'Aubrey ne supportait pas d'être marié avec toi. Peut-être. Mais je suis aussi celui qui a gagné. Grady s'est jeté en avant, lançant son poing au visage de Léon. Léon a esquivé et a attrapé le poignet de Grady, le tordant derrière son dos et le plaquant contre le mur de béton. Lâche-moi. Tu es sur une propriété de la ville sans autorisation. Tu violes l'ordonnance restrictive. Et maintenant, tu m'as agressé. Tu veux ajouter à tes ennuis judiciaires? Léon l'a relâché et a reculé. Grady s'est frotté le poignet, respirant difficilement. Ce n'est pas fini, a dit Grady. Si, ça l'est. Tu es fini, Grady. Terminé. Il ne te reste plus rien ici. Je me reconstruirai. Je recommencerai ailleurs. Avec quoi? Tu n'as pas d'argent, pas de référence, pas de perspective. Et partout où tu iras, ça te suivra. Chaque candidature, chaque vérification d'antécédents, chaque relation. Tu n'échapperas jamais à ce que tu as fait. Toi non plus. Tu ne feras plus jamais confiance à personne. Tu n'aimeras plus jamais personne. Tu passeras le reste de ta vie seul dans ce sous-sol, entouré de tuyaux et de manomètres, te demandant si tous ceux que tu rencontres prévoient de te trahir. Léon a souri froidement. Peut-être, mais je serai en vie pour m'en inquiéter. Grady l'a regardé longuement, puis s'est retourné et est reparti dans l'obscurité du tunnel. Léon l'a regardé s'éloigner, puis s'est rassis à son bureau. Il avait du travail à faire. Le système d'eau de la ville nécessitait une surveillance constante, un entretien constant. C'était une grande responsabilité de maintenir tout en bon état de marche. Mais Léon était bon dans son travail. Il comprenait la pression, les débits, l'intégrité du système. Il savait comment identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Il savait comment réparer ce qui était cassé, et il savait comment couper complètement le débit lorsque quelque chose était contaminé au-delà de toute réparation. Léon s'est retourné vers son ordinateur et a commencé à taper son rapport hebdomadaire. Dehors, la ville dormait paisiblement, inconsciente des systèmes complexes qui la maintenaient en vie. Dans les tunnels en dessous, l'eau s'écoulait dans des canaux soigneusement entretenus, suivant le chemin de la moindre résistance, toujours en mouvement, sans jamais regarder en arrière. Léon comprenait ce principe mieux que quiconque. Il a terminé son rapport et s'est préparé à rentrer chez lui, dans sa maison, avec son hypothèque, sa vie reconstruite sur les ruines de la trahison. À l'entrée du tunnel, il s'est arrêté et a regardé son bureau souterrain. Demain, il reprendrait son horaire habituel, sa vie normale. Le local secret resterait, un rappel de ce dont il était capable lorsqu'on le poussait trop loin. Mais ce soir, il dormirait dans son propre lit, dans sa propre maison, entouré par le silence de la victoire. Léon a émergé du système de tunnel et a marché dans les rues vides de Millbrook. Les maisons étaient sombres, leurs occupants rêvant paisiblement, confiants dans les systèmes qui maintenaient leur monde en bon état de marche. Il n'avait aucune idée de la fragilité de ces systèmes, ni du danger qu'il y avait à contrarier l'homme qui les entretenait. Léon est arrivé à sa maison et s'est tenu sur le porche, regardant les fenêtres. Pas d'autres voitures dans l'allée, pas d'autres voix dans les pièces, pas d'autre vie pour compliquer la sienne. Il a déverrouillé la porte et est entré. Le silence était parfait.